et bienvenue dans Sinosphère, votre émission consacrée à la Chine. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la politique de l'enfant unique, une politique très stricte, unique au monde, destinée à limiter le nombre de naissances au sein du pays le plus peuplé de la planète. Mais qu'en pensent les mères chinoises? C'est ce que nous allons voir dans un instant. Mais tout de suite, c'est le sommaire de Sinosphère. Critiquée pour son impact humain et démographique, la politique de l'enfant unique a 30 ans. Malgré quelques assouplissements, elle continue de régenter la vie des familles chinoises. Aujourd'hui, pour s'occuper d'un seul enfant, il y a presque toujours 7 adultes. Les grands-parents, quand ils ne travaillent plus, ils sont avec les enfants. Un seul enfant monopolise l'attention de tellement de personnes. Soumise à la loi ou en lutte contre le système, comment les parents gèrent-ils les conséquences de cette politique unique au monde ? Nous sommes sur le plateau de Sinosphère, au musée Guimet, en compagnie de nos deux invités. Bonjour, merci d'être avec nous. Isabelle Attané, vous êtes sinologue, démographe à l'Institut national d'études démographiques de Paris. Votre dernier livre, Au pays des enfants rares, la Chine vers une catastrophe démographique, vient de paraître aux éditions Fayard. À vos côtés, Quan Tien, bonjour. Vous êtes écrivain, traductrice, vous avez notamment traduit Les Trois Portes de Han Han, dont le héros est un enfant unique, on reviendra dessus tout à l'heure, et votre dernier ouvrage, La clé de mes songes, est paru aux éditions L'Harmattan. Alors avant de parler de cette fameuse politique de l'enfant unique, je vous propose de découvrir un reportage de Séverine Bardon et Gaël Caron qui sont allés à la rencontre de parents d'enfants uniques en Chine. Devant cette école pékinoise, les parents se pressent à l'heure de la sortie des classes. Il n'est que 4h15, mais Guo Qing, chercheur dans une prestigieuse université pékinoise, est au rendez-vous. Pour elle, la scolarité est une affaire sérieuse dès le primaire. Ce sont surtout les enfants du quartier. Ça reste une école de proximité. Mais comme c'est une très bonne école, il y a des familles de l'extérieur qui font jouer leurs relations pour que leurs enfants soient ici. Ceci étant, 90% des enfants sont du quartier. Guidés par leurs enseignants, les élèves en uniforme sortent en file indienne. La plupart sont attendus par leur mère. À la sortie des classes, les pères se font rares. Allez, dis au revoir au professeur. Il ne peut pas partir s'il n'a pas dit au revoir à son professeur. Allez, on y va. Pour permettre à Pouyang, son fils unique de 6 ans et demi, de fréquenter cette école réputée, Guo Qing est prête à tous les sacrifices. Elle a notamment renoncé à l'appartement de fonction que lui accordait son université, quitte à payer un loyer supplémentaire. On loue un appartement tout près d'ici pour qu'il soit à proximité de l'école. Assieds-toi correctement. Les quelques centaines de mètres qui séparent l'école de l'appartement, Pouyang les parcourra confortablement installé sur le vélo, poussé par sa mère. À la maison, Guo Qing n'a pas une minute pour souffler. Toute son attention se porte sur son fils et sur les devoirs qu'il rechigne à faire. Allez, il faut que tu lises ce texte. Mais je l'ai déjà lu. Tu l'as déjà lu, mais tu dois le relire. Encore ? Le professeur a dit que même si tu l'avais déjà lu, il fallait le relire en rentrant. Il faut le lire 3 fois tous les jours. D'accord. Guo Qing est patiente et pédagogue, mais la gentillesse de sa mère est pour Pouyang une brèche dans laquelle il est facile de s'engouffrer. L'enfant ne veut pas faire ses devoirs et n'hésite pas à provoquer une crise pour une sombre histoire de papiers égarés. Allez, cherche. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne le trouves pas? Mais non, ce n'est pas là. Dépêche-toi. Ça lui arrive souvent de s'énerver comme ça ? Quand il ne trouve pas ses affaires, il se met dans tous ses états. Arrête de me pincer, tu me fais mal. Face aux caprices de son fils, Guo Qing reste stoïque. Elle a visiblement l'habitude de subir le caractère tyrannique de Pouyang. Pour être honnête, ça lui arrive souvent de s'énerver contre moi. Ah ouais, si j'avais 4 enfants, c'est clair que j'aurais pas le temps de les couver comme ça. Mais avoir 4 enfants en Chine, c'est impossible. Depuis 1979 et l'adoption de la politique de l'enfant unique, les Chinois n'ont plus le choix. Ils n'ont droit qu'à un enfant. Guo Qing n'a qu'un fils, mais comme pour beaucoup de jeunes urbains, cette décision n'est plus imposée par le respect de la loi. Même si elle en avait le droit, la jeune femme n'envisagerait pas d'avoir un autre enfant. Moi, j'en veux. Non. Moi, je veux. Je tais-toi, mon bébé, ça me suffit.
C'est trop fatigant pour éduquer un enfant. Ta main. Il faut de l'argent, il faut du temps. Si j'avais 2 enfants... Maman, je veux un bonbon. Bon, si j'avais 2 enfants, où est-ce que je trouverais le temps pour m'en occuper? Il faudrait que je partage mon temps et peut-être que ça aurait un impact sur lui. Si on a plusieurs enfants, l'amour d'une mère, bien sûr, reste le même, mais le temps qu'on peut leur consacrer n'est plus le même. Avoir un enfant est une question de temps, mais aussi et surtout d'argent. L'éducation de Puyang est le premier poste de dépense de la famille. Dans les grandes villes, ce n'est plus la politique de l'enfant unique qui fait baisser la natalité, mais le coût de l'éducation des enfants. Gâtés et choyés, objets de toutes les attentions, les enfants uniques ont tendance à se transformer en petits empereurs, des enfants rois, égoïstes et asociaux. Pour que son fils apprenne à s'ouvrir au monde, Guoqing organise tous les week-ends des activités avec d'autres familles. Ce sont tous des enfants uniques, ils se sentent seuls, il faut leur trouver des copains pour s'amuser. Et puis pour les parents aussi, c'est bien, ça nous permet d'échanger un peu des idées sur l'éducation, les livres à leur faire lire, les endroits où les emmener se distraire. Avoir des copains pour s'amuser, ces enfants n'en ont visiblement pas l'habitude. Les premiers contacts entre eux sont un peu houleux. Allez, je vais faire les présentations. Moi, je suis la maman de Guanyi. Comment tu t'appelles, toi? Xie. Et toi, dis-lui comment tu t'appelles. Elle est timide, c'est pour ça qu'on essaie de lui faire rencontrer d'autres enfants, en espérant que petit à petit, ça ira mieux. Mais les 6 enfants, dont certains se connaissent déjà, ont tendance à rester collés à leur mère. Profiter de cet après-midi en commun n'est apparemment pas leur priorité. Moi, je préfère jouer tout seul. C'est beaucoup mieux. Entre les jeux organisés et le pique-nique, durant lequel elles doivent donner la béquée à leurs enfants, les mères n'ont que peu de répit. Être parent en Chine, c'est épuisant. Je sais pas comment c'est en France, mais les parents chinois consacrent tout leur week-end à leurs enfants. On peut dire que ce sont eux qui passent en priorité. En Chine, on compte près de 100 millions d'enfants uniques. 100 millions de garçons et filles couvés par leurs parents et leurs grands-parents. En 30 ans, la politique de contrôle des naissances a modifié la structure familiale et bouleversé l'ensemble de la société chinoise. Alors Isabelle Attané, on vient de le voir dans le reportage, les parents en Chine ont maintenant un seul enfant. C'est le bilan de 30 ans de politique d'enfants uniques. Est-ce que vous pouvez nous dresser un petit peu le bilan démographique pour la Chine? Quelle est la situation aujourd'hui? Alors, je vais d'abord apporter une rectification qui me semble fondamentale à ce que vous venez de dire, c'est que non, la Chine n'est pas un pays d'enfants uniques, et il faut savoir que cette politique de l'enfant unique a été mise en place donc, en 1979, mais elle est toujours en place aujourd'hui, mais elle ne concerne qu'environ le tiers de la population chinoise, ce qui fait qu'aujourd'hui, sur l'ensemble de la population des jeunes âgés de moins de 30 ans, donc depuis la mise en œuvre de la politique de l'enfant unique, on a environ un jeune sur 3 qui est enfant unique. Les 2 tiers restants ont, eux, des frères et sœurs. Effectivement, il y a des exceptions, on reviendra dessus tout à l'heure. Quan Tian, je me tourne vers vous. Que pensent les mères chinoises de cette politique de l'enfant unique? Alors, avoir un enfant unique, quand c'est un choix, ce n'est pas un drame, n'est-ce pas? Il n'y a pas que des inconvénients, il y a beaucoup d'avantages. Mais quand c'est une loi qui vous l'impose, ça c'est autre chose. Donc, en tant que mère chinoise, en tant que mère d'un enfant unique, personnellement, j'ai fait mon choix de faire un seul enfant. Mais je pense à beaucoup de mes compatriotes qui n'ont pas eu à choisir. Et elles en souffrent ou elles sont plutôt résignées? C'est difficile de généraliser, mais je connais beaucoup de mères chinoises qui ont envie de faire 2 enfants, 3 enfants, mais comme c'est interdit par la loi officiellement. Et puis j'en connais d'autres à qui ça ne pose pas beaucoup de problèmes. Voilà, je réfléchis à la question, j'ai l'impression que pour une grande partie des femmes chinoises, en tout cas de ma génération, c'est comme si que cette loi était ancrée en nous. On ne s'est même pas posé la question. C'était presque normal. Et quand on réfléchit, ça n'a rien de normal.
Hein, c'est contre la nature. Et en plus, cette politique, cette loi, puisqu'elle n'est pas pratiquée pareil partout, et donc il y a une injustice qui n'est pas du tout admissible. On a tendance à beaucoup changer le rapport entre les parents et les enfants. Isabelle Attané, on a vu dans le reportage une mère chinoise avec son fils unique, elle le couvait énormément. Ça a changé, ça, le comportement des familles chinoises? Alors, je dirais rapidement qu'effectivement, dans les premières années de la politique de l'enfant unique, c'est-à-dire, on va dire en gros dans les années 80, il y a eu ce phénomène du petit empereur qui était quand même assez répandu, effectivement, parce que les nouveaux parents étaient assez démunis face à l'éducation de cet enfant qui finalement prenait une place dans leur vie qui n'avait jamais été expérimentée par le passé. Je dirais qu'aujourd'hui, à la fois, les gens investissent beaucoup dans leur enfant quand ils en ont les moyens, à la fois financiers, culturels, j'ai envie de dire, mais que je pense aujourd'hui, l'éducation d'un enfant unique qui est né dans les années 2000 est beaucoup plus raisonnée, et je pense que ce phénomène du petit empereur, tel que les clichés qui circulent dans notre pays, est quand même quelque chose qui n'est pas généralisé à ce point. Alors c'est vrai que les enfants ont une valeur considérable. Je dirais que la culture chinoise a toujours été très tournée vers les enfants, vers effectivement les héritiers de la lignée familiale, donc en particulier les garçons. Et il se trouve, je veux dire, cette concentration et cette adoration que les familles chinoises peuvent avoir pour leur enfant unique, finalement, ce n'est jamais que la concentration sur une seule tête d'aspiration qui autrefois était répartie sur 2, 3, 4 enfants, etc. Donc effectivement, finalement, ils n'ont qu'une chance. Donc ils veulent à tout prix que cet enfant soit le mieux armé en fait pour réussir le mieux possible dans la vie par la suite. Et justement, Quan Tian, ça fait beaucoup de pression sur les épaules d'un seul enfant. On en parle moins, ça, effectivement. On parle beaucoup de l'enfant, du mythe de l'enfant roi, du petit empereur, mais il y a l'enfant unique qui souffre de la pression familiale et sociale. Tout à fait. On parle très souvent de l'enfant roi, l'enfant gâté, égoïste, etc. D'abord, tous les enfants uniques ne sont pas forcément des gens égoïstes, n'est-ce pas? Et puis, on ne parle pas assez peut-être de la pression que tous ces enfants sont obligés de vivre. Eux, ils n'ont pas choisi d'être uniques. Hein. C'est une situation... D'ailleurs, on le voit dans le reportage, ils ont presque du mal à socialiser avec les autres enfants. Ils restent un petit peu avec leur mère. Ça change même le... Moi, je pense que ça, c'est lié à un problème social. Et ce n'est pas le problème de l'enfant unique. Parce qu'un enfant unique n'est pas forcément quelqu'un d'isolé et qui n'a pas forcément des difficultés sur le plan social. Mais le fait que ce soit fait de cette manière-là, là, ça pose des problèmes. Et donc, oui, si je peux me permettre, enfin, dans l'ouvrage que vous avez cité, dont je suis l'auteur, je cite l'exemple d'enfants, de petits Pékinois qui, effectivement, je veux dire, toute la journée, ils sont à l'école. Le soir, après l'école, ils ont souvent des cours particuliers, des devoirs, etc., etc. Et le week-end, ils ont encore des cours particuliers. Donc ça n'arrête jamais, et donc, c'était une journaliste qui interrogeait un enfant, lui disant « Mais enfin, tu n'es pas triste d'avoir tous ces cours particuliers le week-end, etc. » Et le gamin répond « Bien non, parce que de toute façon, je ne pourrais pas jouer avec mes copains parce que mes copains, eux aussi, ont des cours particuliers le week-end. » Donc en fait, c'est vrai que certaines familles deviennent aujourd'hui tellement élitistes qu'elles ne laissent même pas... enfin voilà, le temps de loisir des enfants est réduit à peau de chagrin. Et, y compris dans beaucoup d'écoles, dans les grandes villes notamment, où même le temps de récréation... est supprimé parce qu'il faut que les enfants continuent à travailler. L'éducation sportive est également supprimée au profit des autres disciplines. On est vraiment dans une logique où il faut essayer d'atteindre l'excellence pour... Alors je vous propose maintenant de découvrir un reportage sur les couples qui ont plusieurs enfants, parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des exceptions à cette politique de l'enfant unique. Ce reportage est signé Séverine Bardon et Gaëlle Caron. Pour les Chinois, ils sont l'image même de la famille idéale. Une fille, un garçon, des grands-parents à domicile pour s'occuper des petits. Au pays de l'enfant unique, Tang Yingtian sait qu'elle a eu de la chance. On était très heureux. La loi interdit d'avoir 2 enfants, alors on était ravis d'avoir des jumeaux.
En plus, c'est la fille qui est née en premier. Et en Chine, il y a une expression qui dit qu'il vaut mieux avoir d'abord une fille et ensuite un garçon. On a vraiment eu de la chance, notre fille est née en premier. Fan Zhebin, accaparé par sa peinture, avoue ne pas consacrer beaucoup de temps à ses enfants. Mais il se réjouit de les voir grandir à deux. 2 enfants qui grandissent ensemble, par rapport aux enfants uniques, ils ont de la chance. Ils ont un copain pour jouer. Ils ne se sentent pas seuls, alors que les enfants uniques, souvent, ils se sentent seuls. Avoir des jumeaux est en Chine urbaine le seul moyen légal de donner naissance à 2 enfants. À Pékin, les naissances gémellaires sont de plus en plus nombreuses. Dans mon entourage, je connais beaucoup de gens qui ont eu des jumeaux de façon naturelle, mais j'ai entendu dire qu'il y avait des gens qui se faisaient aider médicalement pour avoir des jumeaux. Pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir des jumeaux, mais qui décident malgré tout d'avoir plusieurs enfants, les sanctions sont très dures. Li Yong-han a une fille de 17 ans et un fils de 4 ans. Il a payé très cher la naissance de son petit dernier. J'étais prof à l'université et avant la naissance de mon fils, j'ai voulu l'inscrire à la crèche. Du coup, la fac a appris que j'allais avoir un autre enfant. Ils m'ont convoqué et dit que conformément au règlement, je devais quitter mon poste. Je n'avais pas le choix. Li Yong-han a donc perdu son emploi et il doit en plus s'acquitter d'une amende de 20 000 € pour officialiser la naissance de son fils et obtenir ses papiers d'identité. Pour cet enseignant, la loi de l'enfant unique est une aberration. Cette loi nie complètement la valeur de l'humain. Elle fait de l'homme un fardeau. Elle considère qu'il est un poids pour la société. C'est totalement contraire aux lois de la nature. Li Yong-han encourage toutes les familles qui en ont les moyens financiers à donner naissance à un deuxième enfant. Son histoire personnelle qu'il raconte dans un blog lui attire la sympathie de nombreux lecteurs, mais les autorités chinoises, elles, continuent à prôner une stricte application du contrôle des naissances. Alors Isabelle Attané, on vient de le voir dans le reportage, il y a effectivement des exceptions, on en parlait tout à l'heure. Dans le reportage, c'est un couple qui a des jumeaux et un père qui est prêt à payer l'amende. Quelles sont les autres exceptions à la politique de l'enfant unique ? Alors là, ça va être très difficile de vous répondre en peu de phrases, parce qu'effectivement, d'une province chinoise à l'autre, les réglementations varient beaucoup. Je veux dire, en gros, on va dire que c'est la population citadine qui n'est autorisée qu'à avoir un seul enfant. Et là, dans cette population-là, encore une fois, ça varie d'une municipalité à l'autre, mais on peut avoir la possibilité d'un deuxième enfant, par exemple dans le cas d'un remariage. C'est-à-dire qu'un homme qui a eu un enfant avec une première femme, qui se remarie, peut éventuellement avoir un enfant qui sera le deuxième pour lui, mais le premier pour sa femme, donc avec sa deuxième épouse. Bon, il y a effectivement, comme c'est montré dans le reportage, le cas des jumeaux. Alors même si il semblerait qu'il y ait de plus en plus de couples qui manipulent, donnent un petit coup de pouce à la nature pour faire des jumeaux au lieu de faire des enfants, je dirais une grossesse qui donne lieu à... Donc ça, c'est dans les villes, il y a aussi à la campagne. Je pense que ça, c'est très limité. À la campagne, oui, alors là, la situation est encore plus variable. Effectivement, il y a certaines provinces dans lesquelles la population rurale a droit à un deuxième enfant si l'aîné est une fille. Il y en a d'autres dans lesquelles le deuxième enfant est permis, quel que soit le sexe du premier. Et il y a encore le cas particulier des minorités ethniques. Et encore avec des différences entre les... non, ça dépend vraiment des minorités ethniques. Mais il y en a certaines qui sont autorisées à avoir au moins 3 enfants. Enfin, je veux dire, il y a aussi les couples qui sont prêts à payer très cher pour avoir plusieurs enfants. Quentin, vous connaissez des couples en Chine qui, comme la personne du reportage, se dit allez, je veux un deuxième enfant, je paye? Oui, bien sûr, je connais, j'ai des amis qui ont réussi, entre guillemets, à faire un deuxième enfant, mais à quel prix? Enfin, je ne vous donnerai pas leur nom. Et c'est-à-dire, ce n'est pas impossible. Il y a des solutions. Et ça coûte combien d'avoir un enfant? Je ne peux pas vous donner le prix. En tout cas, j'ai vu que maintenant, il y a un débat en Chine. Il y a beaucoup de Chinois qui demandent le droit d'avoir un deuxième enfant. Et il y a des propositions. Ça fait réfléchir parce que parmi les propositions, il y en a une qui dit qu'on peut distribuer le droit, l'autorisation à un couple s'ils sont tous les deux diplômés. Ou bien on peut aussi vendre
le droit d'avoir un deuxième enfant, c'est-à-dire payer une taxe ou payer encore plus cher. Et ça me fait penser que c'est vraiment l'enfant unique ou faire un enfant, tout ça, c'est une question de consommation finalement, non? C'est vrai qu'il y a beaucoup Alors, bien si je peux parler un petit peu du cas très particulier en Chine aujourd'hui, c'est le cas de la ville, de la municipalité de Shanghai. Donc il faut savoir que depuis que la politique de l'enfant unique a été adoptée en 1979, les couples qui se forment, c'est-à-dire un fils unique qui se marie avec une fille unique, il était prévu dès le départ que ces couples-là aient le droit d'avoir un deuxième enfant. Et il se trouve que la municipalité de Shanghai aujourd'hui est constituée, enfin les jeunes qui se marient aujourd'hui à Shanghai et qui donc sont susceptibles d'avoir des enfants assez rapidement sont de plus en plus, les deux conjoints sont de plus en plus souvent des enfants uniques. Et effectivement, cette population-là, à Shanghai, de plus en plus, les autorités locales essaient de les encourager même à avoir ce deuxième enfant. Il faut savoir que Shanghai est la ville de Chine dans laquelle la proportion de personnes âgées est la plus élevée. Et donc, le gouvernement de la municipalité de Shanghai aimerait bien essayer de contrebalancer un peu cette tendance au vieillissement très rapide en relançant un petit peu la fécondité. Mais l'exemple de Shanghai même montre que même en autorisant les couples à avoir un deuxième enfant, finalement, il y en a très peu qui sont prêts à le faire, parce que comme c'est expliqué dans le reportage, ça coûte extrêmement cher d'avoir des enfants en Chine urbaine en particulier, mais en Chine rurale aussi, aujourd'hui. Et alors, Quantian, du coup, quand on a droit à un seul enfant, beaucoup de familles chinoises... Pas un droit, mais il y a une possibilité. Et donc, beaucoup de familles préfèrent un garçon plutôt qu'une fille. Est-ce que ça persiste dans les mentalités chinoises ? Parmi les Chinois que je fréquente, non, je ne pense pas. Mais il y a aussi à la campagne, je pense que c'est une question très importante parce que pour une famille de paysans, avoir un fils et avoir une fille, ça change énormément de choses. Donc on préfère avoir un garçon. Mais dans les villes... qui va faire venir une belle fille qui s'occupe des deux parents. Parce que vous, par exemple, vous êtes la mère d'une fille unique, ça vous voit très bien que ce soit une fille et pas un garçon. Moi, je ne me pose même pas la question. Je voudrais, si je peux me permettre, de citer juste mon dernier livre que vous avez cité, dans lequel il y a une petite scène sur une petite fille dans les années 60 qui marche toute seule dans la rue. Elle était enfant unique. Mais quand je fais lire ce passage à mes élèves qui sont très jeunes, leur réaction c'est « Oh là là, comme c'est triste, elle ne peut même pas s'offrir un sorbet aux fruits, comme c'est triste ». Sauf que pour moi, cette période-là, il n'y avait rien de triste. Quand je vois les enfants rois, les enfants consommateurs d'aujourd'hui, je trouve que ce qui se passe, c'est bien plus triste que la petite fille des années 60 qui pouvait pas... Isabelle Attané, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est l'avenir en gros de la Chine avec ses enfants uniques? Alors encore une fois, ce ne sont pas que les enfants uniques qui vont faire l'avenir de la Chine, et malheureusement, je dirais que s'il y avait que des enfants uniques qui vont être quand même plutôt très diplômés, plutôt en bon état, dans un bon état de santé, je dirais finalement ce serait que du bien, que du positif pour la Chine à l'avenir. Il faut savoir que les 2/3 restants des enfants, enfin d'ailleurs ils n'ont pas nécessairement enfants uniques, je veux dire ça n'a pas vraiment de rapport, mais il y a aussi une très grande pauvreté en Chine, il ne faut pas l'oublier, je veux dire avec des enfants esclaves, avec des enfants prostitués, avec des enfants qui sont vendus, avec des enfants qui sont surexploités dans des usines, dans des mines, dans des... voilà, et ce sont ces enfants-là aussi qui vont faire l'avenir de la Chine, et je dirais que c'est plutôt de ça qu'il faudrait s'inquiéter, parce que c'est plutôt cette frange de la population enfantine qui, elle aussi, va devenir adulte, qui, elle, restera probablement dans un très grand dénuement, et qui, elle, effectivement, est plus inquiétante pour l'avenir de la Chine que ces générations d'enfants uniques qui, finalement, ont un capital culturel, je veux dire, inégalé par le passé. Il est clair que leurs enfants, leurs parents, leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents n'ont jamais eu accès à autant d'informations, à autant de connaissances. Et puis, si je peux permettre de dire ça, mais c'est vrai que je pense que c'est peut-être la première génération en Chine chez laquelle on a essayé de développer un certain esprit critique
Donc je veux dire, moi je ne suis pas inquiète par rapport à cette génération d'enfants uniques, très éduqués, etc. etc. C'est plutôt le reste de la population enfantine qui demain aura de vraies difficultés et qui représentera un vrai défi à relever sur le plan social. Ce sera le mot de la fin. Merci à toutes les deux d'être venues sur le plateau. Voilà, c'est la fin de Sinosphère. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci au Musée Guimet qui nous a accueillis et on se retrouve dans 15 jours.